En 1980, Shigeru Miyamoto et Gunpei Yokoi cherchent une idée pour leur prochain jeu d'arcade. Ils pensent d'abord à un jeu Popeye, où Brutus balancerait des tonneaux sur Popeye, mais à cause de problèmes de licence, ils doivent remplacer ces personnages. Popeye sera remplacé par un plombier moustachu, et Brutus par un singe géant en hommage au film préféré de Shigeru Miyamoto. Ce n'est qu'un des nombreux aspects de l'héritage de ce personnage culte du cinéma, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à sa naissance. Les réalisateurs de King Kong, car c'est de lui qu'il s'agit, Merian C. Koopei et Ernest B. Schoedsack, sont référencés sur Wikipédia comme des aventuriers. Et c'est réellement ce qu'ils étaient. À 20 ans, Merian C. Koopei est envoyé en France pendant la Première Guerre mondiale. C'est en Autriche, en sortant d'une prison allemande, qu'il rencontre Schoedsack, un autre aventurier qui s'est engagé comme caméraman pendant la guerre. Koopei repart à la guerre en Pologne et son avion est abattu. 2 fois. Il est même déclaré mort. Mais en réalité, il se retrouve simplement dans un camp de travail à Moscou, d'où il s'évade en tuant des gens en 1921. Koopei et Schoedsack se retrouvent à Londres en 1923 et vont filmer la migration d'une tribu Bakhtiari en Irak. C'est-à-dire qu'ils vont vivre avec la tribu pendant des semaines et filmer leur traversée du Zarderkou. Ce film s'appellera ironiquement L'Herbe. En 1925, ils partent au Siam, l'actuelle Thaïlande, pour un autre natural drama, comme ils les appellent. Ils filment le quotidien d'une famille de fermiers dans la jungle, sous la menace des bêtes féroces. Schoedsack s'est lui-même mis dans un arbre pour filmer ça. C'est-à-dire qu'il était très près. Il a failli se faire manger. Le film sera nommé Chang, rien à voir avec Tintin. C'est un mot qui signifie éléphant. En 1927, ils se rendent en Afrique pour filmer une adaptation du roman Les Quatre Plumes, sous la supervision de David O. Selznick, le producteur exécutif. Après ces 3 films, Koopei veut se ranger et se consacrer à sa seconde passion, l'aviation. Il se fait businessman, pendant que Schoedsack va tourner Rango. Koopei va rencontrer Douglas Burdin, un explorateur qui revient de l'île de Komodo. Il faut savoir que les dragons de Komodo, aujourd'hui un peu mieux connus, n'ont été découverts par les Occidentaux qu'en 1912. Et 15 ans plus tard, en 1927, Burdin en amène 2 aux eaux de New York. Mais ces forces de la nature venant d'une île inexplorée ne supportent pas l'environnement citadin et meurent bien vite. L'histoire donnera des idées à Koopei, qu'il mêlera à sa fascination pour les gorilles. Koopei a donc très envie de raconter l'histoire d'un gorille géant ramené d'une île lointaine dans un monde civilisé. Mais bon, ça coûte de l'argent ce genre d'histoire. Et ça tombe bien, car David O. Selznick vient de quitter la Paramount pour prendre la tête de la production de la RKO. Cette jeune société de production veut se spécialiser dans les films parlants, qui commencent à se démocratiser en 1930, mais n'a fait quasiment que des productions considérées comme médiocres. Selznick, le jeune prodige de la Paramount, est donc embauché en 1931 pour réduire les coûts et augmenter la qualité des films produits. Pour évaluer les projets déjà en cours, il a besoin d'un assistant. Il appelle donc Koopei, dont il avait produit les natural dramas. Parmi les films dans les cartons de la RKO se trouvent des images de création, par un certain Willis H. O'Brien. En effet, après le tournage du Monde perdu, en 1925, Obi s'était lancé dans 2 projets, Frankenstein et Atlantis, dont malheureusement aucun n'a abouti. En 1930, il est appelé par le réalisateur du Monde perdu, Harry O. Watt, pour réaliser Création pour la RKO. Une fois encore, il s'agit d'une histoire d'aventuriers qui font face à des dinosaures, lesquels sont animés par Willis H. O'Brien, en stop motion. Koopei a été fasciné par les aspects techniques, mais sentait que le projet, après presque 1 an de production, n'allait nulle part. Selznick était d'accord et Création a été abandonnée. Mais Koopei pense qu'Obi pourrait être l'homme qui donnera vie à son singe géant.
Il lui demande alors de réaliser une séquence d'animation test en 1932 où le gorille secoue un arbre pour faire tomber des hommes et combat contre un tyrannosaure, le tout en utilisant les décors et les dinosaures de création. Cooper est séduit. Il rappelle Schoedsack pour co-réaliser ce film, et Schoedsack va en même temps réaliser Les Chasses du comte Zaroff pour réduire les coûts, les deux films utilisant une partie des mêmes décors et le même casting. Parenthèse sur Les Chasses du comte Zaroff, c'est également un classique des films de cette époque. C'est un film divertissant, avec quelques longueurs notamment en termes de course-poursuite, mais dont le méchant vaut vraiment le coup. Mais comment fait-on pour animer King Kong ? Hobie commence par rappeler Marcel Delgado, son créateur de marionnettes. Pour l'apparence du singe, il y a des désaccords. Hobie et Delgado le voient comme un mélange entre un singe et un homme, alors que Cooper veut juste un singe géant. Il dira « Je veux la créature la plus méchante, la plus brutale, la plus monstrueuse qu'il n'ait jamais été donné de voir. » Delgado construit alors un squelette de 45 cm de hauteur, le recouvre de faux muscles et de fourrure de lapin. La fourrure garde les traces de doigts des animateurs, ce qui donne un effet qui a été pris par du vent par beaucoup de spectateurs. Complété par un bras et une main géante, un pied et un buste. Le tout créé avec l'aide de Buzz Gibson, qui a aussi assisté Hobie sur l'animation des scènes de combat, les deux étant fans de catch et de lutte. C'est également Buzz Gibson qui a réalisé la fameuse scène où Kong escalade l'Empire State Building. Carroll Shepard voulait se spécialiser dans la photographie. C'est lui qui déterminait où placer les marionnettes et les caméras, mais aussi quelles lentilles utiliser. Il deviendra plus tard chef des effets spéciaux à la MGM. Afin de réaliser les séquences d'animation de King Kong, pour donner plus de vie à son animation, Hobie aime mettre des éléments non nécessaires à l'intrigue, comme des rivières ou des oiseaux en bois suspendus à des fils qui traversent l'écran. Hobie aimait bien improviser des séquences d'animation. Il trouvait que ça donnait plus de vie aux créatures. Par exemple ici, quand le singe joue avec le corps d'un dinosaure. Les décors sont une combinaison de miniatures et peintures sur verre. Les matte paintings ont été réalisés par deux artistes, Mario Larinaga et Brion L. Crabb, qui sont également responsables de la plupart des artworks qu'on peut trouver. Hobie voulait des décors inspirés des illustrations de Gustave Doré, des paysages torturés et menaçants qui correspondent parfaitement à l'île du Crâne. Hobie utilisait jusqu'à 3 panneaux de verre peints avec entre eux des décors miniatures dans lesquels évoluaient les poupées. Un peu comme les caméras multiplanes utilisées pour les animations de Disney au Ré-Niger. Les arbres étaient en pâte à modeler, autour de fils de fer, avec des feuilles en cuivre au milieu de vraies plantes. Les figurines, quant à elles, sont tenues à la table par des fils cachés par la végétation. Chaque scène était testée avec des figurines en bois immobile, semblables à celles en latex, mais plus résistantes à la chaleur. Des sortes de doublures lumière. Certaines scènes ont été faites par une technique datant de Méliès. On tourne une partie de la scène en cachant le haut de l'objectif, puis l'autre partie de la scène sur la même pellicule en cachant le bas de l'objectif. D'autres scènes ont été tournées devant des fonds bleus qui ont été coupés et remplacés par des images éclairées en orange en stop motion. La scène la plus compliquée à tourner, c'est le combat de Kong contre les avions, et c'est aussi la plus impressionnante. Une autre technique est de faire jouer les acteurs devant un écran sur lequel est projetée une séquence en stop motion. Ça permet aux acteurs d'interagir plus facilement avec les créatures, puisque les acteurs n'ont pas à les imaginer. Mais je trouve que ça se voit plus. Dans les autres petits défauts, quand Kong interagit avec Faye, elle a parfois dû être remplacée par une poupée à son effigie. Hobie a été jusqu'à inventer un processus pour projeter les scènes avec acteurs miniaturisés dans les environnements des créatures. Les séquences miniaturisées devant être projetées image par image pour correspondre à l'animation. Projeter des séquences image par image a nécessité de construire une caméra spéciale. La plupart de ces techniques ont été brevetées par Hobie. Regardez cette scène. Il y a un matte painting à l'arrière, des décors miniatures, de l'eau, des cailloux, de la lave, de la fumée, des figurines et 2 images miniatures projetées. C'est fou.
Obi dira « Sans le savoir, j'attendais King Kong. C'est le film pour lequel j'ai étudié pendant 20 ans. » Edward Landin filme à la fois les séquences live-action et les séquences animées. Il aura plus tard une carrière prolifique, au cinéma comme à la télévision. Et oui, parce que il y a aussi des acteurs en live-action. Mais qui sont-ils ? Fay Erway a été repérée par Universal comme une future star. Son premier rôle majeur est de 1926. Elle a su aborder la transition du parlant et joue jusqu'à 1980. Elle avait joué avant ça pour Cooper et Schoedsack dans 4 plumes, et si aujourd'hui on se la rappelle blonde, elle est brune dans la majorité de sa carrière, qui se compose surtout de rôles de demoiselle en détresse, dans des films d'horreur à son grand dame, dont 2 avec Wallace Beery, et elle aurait dû apparaître dans le remake de King Kong de Peter Jackson. L'anecdote la plus connue sur elle est que Cooper lui avait dit qu'elle allait jouer avec l'acteur le plus grand et le plus sombre d'Hollywood. Elle s'attendait à jouer avec Cary Grant, pas avec un singe géant. Bruce Cabot, dont c'est le premier grand rôle, a joué dans une centaine de films, jusqu'à James Bond en 1971. Et Robert Armstrong a lui aussi joué dans plus d'une centaine de films jusqu'en 1964, mais c'est l'acteur Frank Reicher, venant de Munich, qui était considéré comme le meilleur acteur sur le plateau. Il a lui aussi joué avec Fritz Lang, mais aussi avec Cécile B2000, et son dernier film est Superman et les nains de l'enfer, en 1951. Noble Johnson a l'habitude de jouer avec des monstres, puisqu'il a joué dans 20 milieux sous les mers en 1916, dans L'enfer de Dante en 1924, dans Moby Dick en 1930, et dans La momie de Boris Karloff jusqu'en 1950. En 1916, il a fondé sa propre compagnie de production, la Lincoln Motion Picture Company, dont l'ambition est de présenter des films destinés à un public afro-américain. Les acteurs tournaient en général quelques jours, puis étaient libérés jusqu'à 2 mois pendant que l'animation se faisait. La majorité de l'action live a été tournée au studio RKO Pathé, où avaient tourné Harold Lloyd ou Laurel et Hardy. Les décors sont repris du film Le Roi des Rois de 1926, qui était resté sur place. Le mur et l'hôtel ont dû être répliqués en miniature pour les scènes en stop-motion. Les décors sont réalisés par Carol Clark, qui a contribué à plus de 200 films pour la RKO puis Disney, notamment sur Mary Poppins, et il a été nominé 7 fois aux Oscars. Walter Plunkett a participé lui aux costumes, notamment la robe de Fay et les costumes des indigènes. Il recevra 2 Oscars, un pour Autant n'importe le vent et un pour Chantons sous la pluie. Une première version du scénario a été écrite par James Krillman, qui a été jugé trop lent. C'est alors qu'il a été demandé à Ruth Rose, la femme de Schoedsack, qu'il avait rencontrée dans l'expédition pour aller filmer Shang, de réécrire le scénario. Elle n'avait pas d'expérience dans l'écriture, mais elle a écrit des dialogues efficaces qui rendent les personnages crédibles. Cooper lui a dit « Établis tout ce qu'il faut avant que Kong apparaisse, pour que nous n'ayons rien à expliquer après. » La musique a été entièrement composée par Max Steiner, un chef d'orchestre de Broadway qui a rejoint la RKO en 1929 et qui a été nominé aux Oscars seulement 26 fois, dont une fois pour Casablanca. Il en a reçu 3. Les cris des dinosaures et de King Kong ont été réalisés par Murray Spivak, le directeur des effets sonores de la RKO. Il a enregistré des cris de fauves et les a fait tourner à l'envers. Ça ne s'était jamais fait. Apparemment, le film originel rentrait sur 13 bobines. Et à Hollywood, on était un peu superstitieux. Cooper a donc demandé à ce qu'on tourne une scène supplémentaire pour faire une 14e bobine. Ça a été la scène de Kong contre le métro, laquelle a été réalisée en montant une caméra sur un rail et en l'approchant en stop motion du gorille géant. La première apparition de Kong, quand il arrive devant l'autel sacrificiel,
a dû être refaite 16 fois pour plaire à Cooper et Schoedsack, avant que finalement ils gardent la première. D'après Cooper, le film a coûté 430 000 $ de l'époque. En pleine dépression, c'est un film à plutôt gros budget, car rares étaient les films qui dépassaient plus d'1 million de dollars. En 2022, ça correspond à 9 millions de dollars. Je glisse ici que vous pouvez trouver au moins 3 versions de King Kong de 1933 dans le commerce. Celle de Montparnasse Édition correspond en VO à la version sortie au cinéma, 1h40, alors que la VF est raccourcie pour ne durer qu'1h25. Et les scènes qui ont été coupées sont surtout des scènes de violence, les scènes où Kong mâche des gens, ou les piétine, ou la scène de l'effeuillage. Mais la scène de début où Denham embauche Anne dans la rue a également été supprimée. Par contre, la scène où une pauvre femme est lâchée du haut d'un immeuble est conservée. Le doublage est bon, l'adaptation est fidèle, mais je trouve que les voix françaises sont un peu jeunes par rapport aux acteurs. Mais ça, c'est personnel. Fay Wray est interprétée en VF par Jacqueline Hopstein et Bruce Cabot par Jérôme Goulven. Ces deux acteurs ont très peu de films à leur actif, de ce que j'en vois. L'acteur qui interprète Carl Denham en français est crédité simplement comme Clarence. On pense habituellement que c'est Jean Clarence, qui a doublé entre autres Claude Rance dans Intelligence Service en 1935, Antonio Moreno dans La Bohémienne en 1936, donc on l'a vu également au cinéma dans Le Bossu en 1934, et un de ses derniers films est Le crime ne paie pas en 1962 de Gérard Houry. Mais d'après Jean-Pierre Nord sur ce forum de doublage, Carl Denham serait en fait interprété par Pierre de Rigoux, un autre acteur qui a fait très peu de films. En tout cas, la version française a un intérêt historique, puisque c'est sans doute la version que nos aïeux ont vue, mais avec de nombreuses scènes manquantes, et ce qui correspond à peu près à ce que dit Joe Dante dans cette entrevue, où il dit que à la télévision, les versions de King Kong qui étaient passées étaient des versions censurées. C'est peut-être aussi cette version. Et la troisième version que vous pouvez trouver dans le commerce, c'est la version de la Warner, qui montre une ouverture musicale de 3 minutes supplémentaires par rapport à la VO de la Montparnasse Édition. Donc c'est pas indispensable. Par contre, pour les complétistes, cette jolie édition comporte de nombreux bonus, dont une scène coupée par Cooper, car jugée trop effrayante, et reconstituée par Peter, j'ai fait le meilleur film du monde, Jackson. Le petit document sur la reconstitution de cette scène perdue est ce qui se rapproche le plus d'un making-of du film originel, ce qui en augmente encore l'intérêt. Si vous regardez cette vidéo après 2029, déjà faites un petit coucou du futur, et sachez que King Kong est tombé dans le domaine public sans se faire mal. En 1933, avec une partie du même cast, a été tourné Le Fils de Kong, réalisé par la même équipe. Selon la règle, si tu ne peux pas le faire plus gros, fais-le plus drôle. Alors il faut savoir que Hobie a détesté ce film, il trouve le petit Kong ridicule, mais les effets sont très beaux et on a une scène qui aurait dû être dans le premier film. On a également des créatures nouvelles. Robert Armstrong revient avec Frank Kreischer. Leurs rôles sont accrus et ils sont accompagnés d'Hélène Mack, qui est plus active que Fay Wray. Franchement, si vous aimez le premier film, regardez celui-là, vous ne passerez pas un mauvais moment. King Kong a plus de personnalité que les dinosaures du monde perdu. Il transmet bien plus d'émotions. King Kong, c'est une aventure industrielle, en pleine récession, une aventure technique. Tous les techniciens qui ont travaillé dessus ont réalisé des prodiges, et en réaliseront bien d'autres. Je nuancerai un peu le propos de Publius Caedus. Si vous voulez voir des dinosaures en stop motion, et ce que vous préférez dans une histoire ce sont les personnages, vous voyez plutôt Le Monde Perdu de 1925. Si vous préférez l'action et la belle animation, foncez sur King Kong, ce n'est pas un classique pour rien.